Un, deux. Bon, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers amis, bonjour. C'est pour moi un grand honneur de venir avec Naïma Lebil Tejmouati de présenter son dernier livre sur son papa, Sibkei Lebil. Je dois dire, je me présente en premier, si vous permettez. Je suis un ami de Naïma. Elle m'a fait l'honneur de partager avec elle l'expérience de la rédaction de ce livre depuis sa conception. Je lui ai apporté tout ce que je pouvais de par ma connaissance. Il faut dire aussi que ce qui m'a également aidé, c'est qu'un jour de 1959 ou 1960, une des deux années, je me trouvais aux messes des officiers à Rabat, en compagnie de mon père, qui était un ami intime à Sibkei, et j'avais alors 9-10 ans, et je jouais contre moi-même au ping-pong grâce à un mur, puisque à défaut de partenaire, on fait ce qu'on peut quand on est tout seul. Et quelques minutes plus tard, je vois un personnage arriver en costume blanc, avec une grande canne, un grand chapeau rouge, qui arrivait tout seul dans un couloir pour rejoindre ses amis militaires aux messes des officiers. C'est après, juste après, que j'ai appris que c'était Sibkei, qui était alors ministre de l'Intérieur. J'avais que 9-10 ans. Et cette image ne m'a jamais... Cette image ne m'a jamais... je l'ai toujours gardée dans mon esprit, jusqu'au jour où j'ai un petit peu grandi, où j'ai découvert un peu l'histoire, et je me suis dit, tiens, cette personne-là, un jour, je l'ai vue, en vrai, marcher, faire rire ses camarades, ses compagnons, ses frères d'armes. Et il avait déjà, et j'en suis témoin, avant que Naïma ne le développe, c'était un personnage atypique, charismatique, hors du commun. Et je le dis avec une grande franchise. C'est quelqu'un aussi, j'ai remarqué avec ses camarades, il avait un immense sens de l'humour. Et je crois que ce sens de l'humour l'a beaucoup aidé dans la politique. Alors pour revenir à l'ouvrage de Naïma, Naïma, dans son élan littéraire, a réussi quelque chose, je dirais, d'assez exceptionnel dans la littérature. C'est qu'elle a décrit un personnage qu'elle a connu moyennement, puisqu'elle était très jeune au moment du décès de son papa, mais elle est remontée jusqu'aux premiers jours, jusqu'aux années 10, jusqu'à, je dirais, il devait avoir à l'époque peut-être 3, 4 ans, 5 ans en âge d'aller à l'école. Elle le décrivait comme si elle l'avait connu, comme si elle était l'aînée de son père. C'est quand même fabuleux. Je sais, et elle me l'a souvent confié, qu'elle a fait beaucoup parler son entourage. Et donc son entourage, pendant toutes ces années, n'ont cessé de parler de Sibkei. Alors il me vient une idée que je voudrais également vous soumettre, c'est qu'on dit Sibkei. Et tout le monde connaît ce personnage par Sibkei. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que Sibkei n'est pas votre copain. Parce que Sibkei, c'est un prénom. Ce n'est pas un nom de famille. Tout le monde appelle Sibkei.
comme si c'était Sibneni ou la Sibnjloun. Non. Donc on ne devrait pas l'appeler Sibkei. On ne le connaît pas. Son vrai nom est plus compliqué. Et ce n'est pas Naïma qui me contredira. Il est aussi compliqué que le mien. Je ne me suis pas présenté, je ne vous ai pas donné mon nom. Mon nom, c'est Mourad Bachir Bouhali. Dans la vie, on m'appelle soit Bachir, soit Bouhali. Mourad, zappé. Et je suis obligé de leur dire que Bachir, ce n'est pas mon prénom. Que Bouhali, encore moins. Et donc, il ne reste plus que Mourad. Donc, contentez-vous de Mourad, c'est mon prénom. Et ça, c'est depuis presque 70 ans que je répète ça. Ça ne rentre pas. Donc, Sibkei, c'était la même chose. Tout le monde appelle Sibkei. On devrait l'appeler, c'est Mbark Bkei, Mbark Lehbil. Vous allez me dire, mais pourquoi? Mais parce que c'est le nom de son père. Comme moi. Bachir Bouhali, c'est le nom de mon père et de son père à lui. Donc, sur le plan structure, la structure du mot, c'est exactement la même chose. C'est le nom du père et puis le nom du grand-père. Et là, c'est la même chose, sauf que ça n'a pas marché pour Bkei. On a retenu que Bkei. Ça, c'est sur le plan formel. Maintenant, il y a le contenu. Pourquoi Bkei? Qu'est-ce que c'est que ce prénom? Touria, un jour, Touria, je salue Touria. Naïma me disait, est-ce que tu te rends compte qu'il y a sans doute personne sur le territoire national, ou là dans tout le monde, sur toute la planète, quelqu'un qui s'appelle Bkei? Le gars, il y a chez Wahid, c'est Bkei. C'est quand même étrange. Donc voilà, déjà, à la naissance, il a un cachet. Vous voyez que j'ai sauté, pourquoi Smithul Bkei? Et vous devinez pourquoi. Ce n'est pas par hasard. Mais ça, je laisserai Naïma peut-être le développer. Ce n'est pas à moi de le dire. Je crois aussi que c'est pour cette raison-là qu'on a gardé le prénom Bkei, parce que c'était une personnalité ouverte, facile d'accès, sympathique. Et donc on préférait l'appeler par le prénom plutôt que par Ould Flen. D'ailleurs, je crois que dans l'état civil, c'est bien Bkei, Ould, Mbarak, Bkei. Si je comprends bien, je crois que dans l'état civil, il y avait Ould. L'Hébil. Il y avait Ould. Et ça, c'était à l'époque, Imma Ould ou la Ben, c'était d'un usage courant. Comme Naïma va vous l'expliquer, ce qu'il faut retenir avant son développement, c'est qu'il y a eu plusieurs périodes dans la carrière de Sibkei. Naïma va vous entretenir de son enfance, de sa relation extraordinaire avec sa mère, qui elle-même porte un nom à dormir debout. Je ne vous dirai pas lequel, mais vous le saurez dans quelques minutes. Ensuite, il y a eu la période militaire de formation, où il a été marqué par un grand officier français. Je ne dirai pas lequel, mais Naïma va vous l'expliquer. Venu ensuite l'entrée en guerre de Sibkei en France, dans la campagne de France. Et puis l'accident. Et puis l'hospitalisation. Et puis la nécessité d'abandonner la carrière militaire en pleine Seconde Guerre mondiale. Alors imaginez un petit peu le mental d'un officier qui est parti en guerre et à qui on dit « tu ne retourneras plus en guerre ». Ce n'était pas un cadeau, au contraire. C'était quelque chose de très très fort qu'il fallait supporter. Et puis évidemment, ensuite, il y a la carrière civile en tant que pacha de Sfro, qui n'était pas facile, parce que les pachas à l'époque,
on les comptait presque sur le doigt de la main. Il n'y avait pas beaucoup de pachas. Ce n'est pas le pacha d'aujourd'hui. C'est le pacha. Le pacha, au sens ottoman du terme. Donc il avait son fief, son autorité. Il était juge, il était directeur du pénitentiaire, il était tout. Gendarme, il était absolument tout, procureur. Et puis ensuite est venu le discours de Tanger de Mohamed Khamis, qui a secoué les esprits et à qui on apprend, il apprend, Sa Majesté, Feu Sa Majesté, apprend au peuple marocain que la voie de l'indépendance est ouverte et qu'il faut l'emprunter. La ligne droite, 1947. Donc tout le monde commençait à se positionner en fonction de cet objectif, à long terme, ce n'était pas pour le lendemain. Et Key a compris que là, les dés étaient jetés. Quelque chose allait se passer dans le pays. Et il y a eu la résistance, évidemment, des autorités françaises. Ils ne sont pas laissés faire. Il y a eu aussi l'action des nationalistes. Chacun tirait sa manière pour voir comment on allait devenir indépendant. Et puis, il y a eu le coup de foudre de l'exil de Mohamed Khamis. Là aussi, il y a eu un couperet qui est tombé dans la classe politique marocaine. 1953, Mohamed Khamis est détrôné. Il est même remplacé. Le comble, c'est qu'il a été même remplacé. Et on l'envoie en exil pour un délai indéterminé. Et là, Sib Key joue le grand jeu. Il a compris que les Français, les autorités françaises, venaient de commettre la plus grande erreur de leur histoire. C'était une grave erreur de toucher à Mohamed Khamis. Donc tout le monde s'est mobilisé, tous les partis, absolument tous. Ce n'est pas la peine de les citer, je pense que Naïma le fera mieux que moi. Et là, il a joué un rôle essentiel dans la mobilisation et dans la, comment dire, j'allais dire l'arrangement, entre guillemets, pour que l'indépendance soit acquise de manière pacifique. Ça, c'était très important. D'accord, l'indépendance, c'est bien, mais il ne fallait pas le faire avec des coups de feu ou avec du sang. Ça aussi, les historiens ne le soulignent pas assez. Mais sans l'action de certaines personnalités comme Sib Key, on aurait probablement conquis l'indépendance, mais d'une manière sanguinaire, à la manière algérienne. Et là, je dirais, il faut tirer un grand coup de chapeau à cette classe politique, et en premier lieu, Sib Key, qui sera, pour cette raison-là, nommé premier président du Conseil du Maroc indépendant. Excusez-moi, j'étais un peu long, mais j'étais obligé de faire ce petit tour d'horizon pour que Naïma puisse rentrer un petit peu dans ces phases de Sib Key, et je lui transmets amicalement la parole, mais que je reprendrai de temps en temps, si Dieu le veut. Merci Mourad, merci cher ami. Vous l'avez compris, pour moi, ce livre, c'est pas un livre de plus, c'est un livre particulier parce que c'est la première fois que j'écris un récit historique. Et puis en plus, il se trouve que c'est par rapport à mon père. C'est pas évident d'écrire par rapport à son père. Et j'ai été longtemps, j'ai attendu d'avoir les cheveux blancs pour être moins intimidée par lui et pour oser l'écrire. Et je remercie vraiment publiquement Mourad
qui est ici, parce qu'il m'a accompagnée. On a constitué un petit comité de lecture dans lequel il y avait Morad, dans lequel il y avait notre amie Touria Jaidi Bouabid, je ne sais pas où elle est, et il y avait l'éditeur Shraibi. Et c'était une écriture pour moi tout à fait singulière parce que pendant quasiment 8-9 mois, je leur envoyais chaque fois ce que j'avais écrit comme un espèce de feuilleton. Et donc, on a passé une bonne partie de l'année comme ça. Il me demandait alors, il est où Sibkey? Est-ce qu'il est rentré de Syrie? Est-ce qu'il est reparti à Marrakech? Et qu'est-ce qu'il fait? Et donc, vraiment, on était un peu dans cette histoire à 4 à suivre Sibkey de la naissance jusqu'à son décès. Donc, vraiment, Si Morad, encore une fois, merci. Même si tu me dis que je n'ai pas lieu de te remercier. D'accord ? Alors, je voudrais aussi remercier vraiment très chaleureusement le ministère de la Culture d'avoir organisé le salon et de nous avoir donné la possibilité de présenter aujourd'hui ce livre. Alors, nous le présentons aujourd'hui en arabe et je vais le présenter le 16 dans la version, en français, pardon, et le 16 dans la version arabe. Alors, ce livre, je l'ai écrit à la demande de la présidente de l'association AMSIP, qui est Touria Jaidi Bouabid, parce qu'elle travaille beaucoup avec les enfants qui sont déscolarisés pour la réinsertion des enfants. Et elle a constaté qu'il y a une ignorance totale de l'histoire du Maroc. Et elle savait, on s'était croisés, elle savait que je pensais écrire quelque chose par rapport à mon père. Et elle m'a dit, est-ce que tu peux écrire un ouvrage, mais qui soit, s'il te plaît, très, très, très simple, accessible, parce que je voudrais que les jeunes puissent connaître mieux leur histoire. Et j'ai d'autant plus accepté que je pense que par rapport à Sibkey, ce n'est pas simplement leur apprendre l'histoire, mais c'est peut-être, je l'espère, en tout cas c'est mon point de vue, je pense que Sibkey a encore quelque chose à nous dire aujourd'hui et je vous dirai tout à l'heure pourquoi. Je voudrais aussi, avant de rentrer dans le vif du sujet, remercier vivement le service de la coopération et de l'action culturelle française qui a permis l'apparition de ce livre. D'accord ? Donc maintenant, par rapport au vif du sujet. C'est un livre complètement pédagogique, d'accord, très, très didactique et, encore une fois, que j'espère accessible à toutes les personnes qui n'ont pas l'habitude de lire forcément des livres historiques, même si c'est un récit historique, c'est-à-dire j'ai utilisé des sources. Et chaque fois, je cite mes sources, et quelquefois, quand je n'ai pas des sources et que c'est une hypothèse, je dis c'est une hypothèse et j'explique sur quoi je fonde cette hypothèse. D'accord ? Et j'ai eu une chance, beaucoup de chance, parce qu'au fur et à mesure d'abord parce qu'il y a des personnes qui ont déjà travaillé sur la biographie de Sibkey, donc j'avais déjà beaucoup de matériaux qui étaient accumulés, et au fur et à mesure, vous savez, c'est la vie, on m'a envoyé des documents. Et donc, au fur et à mesure, j'avais une connaissance de plus en plus précise de Sibkey, ce qui fait que, comme Si Morad l'a dit, j'ai pu remonter quasiment à l'année de sa naissance. Voilà. Il se trouve que Sibkey, eh bien, c'est quelqu'un qui va être, dès la naissance, bousculé de manière assez violente par les grands événements du monde. Il va être bousculé par l'occupation française, par la colonisation. Il va être bousculé par la Première Guerre mondiale, la Deuxième et le mouvement de décolonisation. Pourquoi ? Parce que dès sa naissance, dans sa famille, donc chez Bark Oudlebil, son père, et chez sa mère qui s'appelait Al-Qaïda Tama Ben L'Adl, je vous dirai pourquoi elle s'appelait Al-Qaïda Tama. Donc, il va naître en 1907 et c'est un très grand bonheur parce que son père s'est marié tardivement. C'était son premier mariage. Ça sera son premier et son dernier enfant. Sa mère, c'était son troisième mariage et elle avait eu une fille d'un premier mariage qui était beaucoup plus âgée. Donc, Bekey, à sa naissance, a reçu le plus beau cadeau qu'un être humain puisse recevoir à la naissance, c'est-à-dire il était ardemment désiré.
Mais c'était aussi une année de très grand malheur, parce que le 14 décembre 1907, et là j'ai vraiment des documents fabuleux, j'ai pu suivre presque jour par jour ce que faisait son père. Son père va descendre dans le campement militaire de Berkane, parce que Bekkay va naître dans l'Oriental, près de Berkane. Et là, en tant que caïd de sa tribu, de la tribu des Bni Znassen, il va rendre les armes. Il va dire « j'abandonne la guerre » et il rend les armes. Et il a été obligé de rendre les armes parce que, avec les autres tribus de la région, eh bien, ils ont combattu, ils ont réuni des harkas, c'est-à-dire des armées de 100 fantassins, 300, 3000, 4000, 5000, mais l'armée française était beaucoup, beaucoup plus forte et surtout, elle utilisait une sale guerre. Donc, ils ont été obligés de baisser la tête, ils ont abandonné le combat et vous pouvez imaginer l'atmosphère qui pouvait exister au sein de la famille de Sibkey, parce que à cette époque-là, la valeur numéro 1 d'un homme, et à plus forte raison d'un caïd responsable de sa tribu, c'était de n'avoir pas été capable de défendre son espace, son territoire. Donc c'était pour lui le déshonneur absolu. Ça, on est en 1907. En 1907, déshonneur encore plus fort parce qu'il y a un bataillon de l'armée française. Et là, j'ouvre une parenthèse, parce que l'occupation officielle au Maroc s'est faite à partir de 1912, le traité du protectorat qui a été signé à Fès. Mais en fait, l'occupation française a démarré dans l'Oriental dès 1907. D'accord ? Donc, l'armée française, non contente d'avoir les armes qui sont déposées, eh bien, elle va monter le 1er janvier 1908 en haut de la montagne de Tafouralt, qui se trouve à 50 km d'Oujda, entre Oujda et Berkane. Cette montagne, c'était le fief de la tribu des Bni Znassen et le fief de la famille Lehbil. Et cette montagne avait été considérée par eux depuis tout le temps comme un espace, un fief inviolé et inviolable. Et cette armée militaire va monter en haut, ce bataillon, et en haut, ils vont planter le premier drapeau tricolore en France. C'est donc le déshonneur absolu pour la famille Lehbil, pour la tribu Bni Znassen. Ça, c'est 1907-1920. 1907-1908. 1914, ils sont chez eux, Qaïda Tamar, son mari, l'enfant, il a 7 ans, et il y a des hommes qui vont arriver et qui vont kidnapper le père de Sibkey. Ils vont le kidnapper, il a 7 ans, et Mbark Ould Lehbil va disparaître à jamais. On ne va plus jamais le revoir, et il n'y a même pas de tombe pour aller se recueillir sur son âme. D'accord ? Donc, c'est un traumatisme absolu. On a des hypothèses, il n'y a pas de certitude. Sa mère pense que c'est sûr que c'est en lien avec la Deuxième Guerre mondiale. Je pourrais vous l'expliquer plus tard, parce qu'il s'était pas... Même s'il avait rendu les armes, il ne s'était pas tu. Il continuait à s'agiter et on voulait faire un exemple. Et comme c'était la Première Guerre mondiale, eh bien, la pacification n'était pas encore assurée au Maroc et la police française, secrète probablement, c'est une hypothèse, a voulu faire un exemple. Et donc on l'a fait disparaître à jamais. Et on voit... Et j'ai essayé de montrer à travers tout ce récit comment l'histoire est une histoire à la fois collective et comment certains démarrent, et elle est faite, elle est articulée par des histoires individuelles. Comment quelqu'un démarre un combat et un autre le finit. Et donc là, on va voir que Mbark Ould Lehbil a démarré le combat contre l'occupation française. Il a perdu le combat, mais on va voir que son fils, quand il va avoir 47 ans, va
aller avec les autres Marocains, avec aussi des Français dont je vais parler, va mener le pays, va continuer le combat avec des armes différentes, comme ça a été dit de manière diplomatique, et il va continuer le combat jusqu'à la victoire, jusqu'à rendre l'honneur au Maroc qui avait été occupé, puisqu'il va avoir le privilège d'être celui qui va signer le traité, qui va annuler le traité de 1912 de l'occupation avec la France, et il va avoir l'honneur, ça c'est le 3 mars 1956, ensuite le 7 avril, il va aller à Madrid pour signer le traité qui va annuler l'occupation espagnole au Maroc, et je vais vous montrer une petite vidéo historique où on le montre à Paris, au Quai d'Orsay, signer ce traité-là. Est-ce qu'on peut avoir la vidéo ? Non. Les Khalik, là. Est-ce que vous pouvez vous arrêter ? Il faut mettre, il faut aller jusqu'en bas, et c'est celle qui fait 4 minutes. Parce qu'il y a une version très courte, et il y a une version longue, et je voudrais que vous l'écoutiez pendant qu'il fait sa déclaration, d'accord ? Et puis écoutez-le, et aussi faites attention à combien il a l'air tendu, et comment il va se détendre qu'à la fin de la vidéo, après les 4 minutes. Faites attention. C'est bon, le qita ? Merci, bravo. Donc on est le 3 mars 1956. Il a été désigné président du Conseil en 1955, mais c'est pour ça qu'au Maroc, on a plusieurs dates pour l'indépendance. C'est-à-dire qu'on était indépendant, mais pas légalement. Et le premier gouvernement, c'était pour arriver jusqu'à l'indépendance de manière légale. Voilà. Le son, s'il vous plaît. Alors, vous voyez, il boite en marchant, ce qui est normal, vous l'apprendrez, parce qu'il avait une jambe en bois à cause de la guerre. Voilà. Ah oui. Christian Pinault qui est à sa gauche, et à sa droite, c'est Mamri, le président, le responsable des affaires royales, de la maison royale, pardon. Non, c'est pas celle-là. C'est celle qui fait 4 minutes. Ah, si. Le gouvernement de la République française confirme solennellement la reconnaissance de l'indépendance du Maroc, laquelle implique en particulier une diplomatie et une armée, ainsi que sa volonté de respecter et de faire respecter l'intégrité du territoire marocain garantie par les traités internationaux. Le gouvernement de la République française et Sa Majesté Mohammed V, sultan du Maroc, déclarent que les négociations qui viennent de s'ouvrir à Paris entre le Maroc et la France, États souverains et égaux, ont pour objet de conclure de nouveaux accords qui définiront l'interdépendance des deux pays dans les domaines où leurs intérêts sont communs, qui organiseront ainsi leur coopération sur la base de la liberté et de l'égalité, notamment en matière de défense, de relations extérieures, d'économie et de culture, et qui garantiront les droits et libertés des Français établis au Maroc et des Marocains établis en France, dans le respect de la souveraineté des deux États.
Le gouvernement de la République française et Sa Majesté Mohamed V, sultan du Maroc, conviennent qu'en attendant l'entrée en vigueur de ces accords, les rapports nouveaux entre la France et le Maroc seront fondés sur les dispositions du protocole annexé à la présente déclaration, fait à Paris en double original le 2 mars 1956. Le représentant de la France a connaissance des projets de daïr et de décret. Il soumet des observations lorsque ces textes concernent les intérêts de la France, des Français ou des étrangers durant la période transitoire. Sa Majesté Mohamed V, sultan du Maroc, dispose d'une armée nationale. La France prête son assistance au Maroc pour la constitution de cette armée. Le statut actuel de l'armée française au Maroc demeure inchangé durant la période transitoire. 3. Les pouvoirs de gestion jusqu'ici réservés feront l'objet d'un transfert dont les modalités seront arrêtées d'un commun accord. Le gouvernement marocain est représenté avec voix délibérative au comité de la zone franc, organe directeur central de la politique monétaire pour l'ensemble de la zone franc. D'autre part, sont maintenues les garanties dont jouissent les fonctionnaires et agents français servant au Maroc. Le représentant de la République française au Maroc porte le titre de Haut Commissaire de France. Fait à Paris en double original le 2 mars 1956. Merci. Donc, on peut se demander qu'est-ce qu'a fait Sibkey pour qu'il puisse avoir le privilège et l'honneur d'être choisi parmi les Marocains pour être celui qui va représenter le peuple et le roi pour cet acte historique. Donc, quel est son parcours? Alors, je vais essayer d'aller très très vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. 1920, il a 13 ans. Donc ça fait depuis 6 ou 7 ans, son père a disparu. Et il est, comme tous les enfants de cet âge-là, de cette époque-là, il est à l'école coranique. D'accord ? Mais comme la région de l'Oriental, il y a eu beaucoup de colonisation, beaucoup de colons. Donc dès 1920, il y a une école qu'on appelle l'école des notables, mais qui en fait est l'école française, qui est là. Et c'est quelque chose de tout à fait étrange. Sa mère va décider qu'elle va le sortir de l'école coranique et elle va le mettre dans cette école française. C'est tout à fait étrange parce qu'à l'époque, la plupart des Marocains avaient une réticence, une méfiance, un rejet de la culture et de la langue française, surtout par rapport à elle. Puisque elle disait, elle en était persuadée que c'était des Français qui avaient... Mais sa mère était une femme hors norme qui avait des visions comme ça, des espèces de préscience. Et elle était tellement hors norme que quand son mari a disparu, au lieu d'aller habiter dans la famille des Ouled Lehbil à Taforat, ou aller dans sa famille, elle est restée dans son petit domaine. Et puis, c'est elle qui gérait les métayers. Il était tout petit. Elle circulait librement sur sa jument. Elle achetait et elle vendait. Alors que dans cette région-là, les femmes étaient toujours dans un haïk avec simplement un œil et elles marchaient derrière leur mari ou leur fils quand elles étaient dans l'espace public. Et elle s'est imposée. Et pour la petite histoire, comme les routes n'étaient pas très sûres entre Berkane et Seychelles, son petit domaine, elle avait dans sa poche un petit revolver de son mari. Tout le monde le savait, elle ne l'utilisait pas, mais c'était une manière de repousser les brigands. Et son coup de force, c'est que les gens de la région, qui sont très, très conservateurs, au lieu de la rejeter, de la marginaliser, ont été complètement impressionnés, fascinés par sa personnalité, par le fait qu'elle était elle était mqaldma d'une zaouia aussi, le fait qu'elle puisse parler à hauteur d'homme avec les hommes. Et ils se sont dit, cet ovni, ils lui ont créé un titre de noblesse. Ils ont féminisé le titre de Qaïd. Et donc, on a commencé à l'appeler Qaïda Tama.
Donc, Qaïda Tama dit à son fils, alors qu'elle a un fils unique, elle aurait pu se dire, bon, je le garde, je le marie. Non, elle le met à l'école française. Et je vais vous montrer, c'est une des premières photos qu'on a de Sibkey, de sa... Oui, alors là, vous voyez, on voit en bas, j'ai pu trouver des archives qui ont été faites magnifiques sur la période de la naissance de Sibkey. Et c'est un chercheur français, un capitaine Voineau, qui avait fait l'arbre généalogique. Et on voit en bas, Mbark Di Ould Lehbil, environ 40 ans, un jeune fils Bkey vient de naître. Il venait de faire l'arbre généalogique. Oui. Alors là, cette photo, c'est la première photo quasiment qu'on a de Sibkey. C'est lui qui est en haut, qui est le plus grand. On le voit là. Et puis avec ChatGPT, je me suis amusée à zoomer sur lui et à voir comment il était habillé. Et j'ai fait une présentation à Euromed il y a quelques jours. Et il y avait des chercheurs qui m'ont dit « On va continuer ton travail parce qu'on voudrait savoir qu'est-ce qu'il portait aux pieds. Est-ce qu'il portait des babouches ou est-ce qu'il portait des chaussures à lacets ?» Parce que vous voyez qu'il est habillé à la fois à la marocaine et à l'européenne, puisqu'il a une petite veste et dessus, il a une gondora et puis il a un chapeau. Donc c'est la photo la plus ancienne. Et moi, je le sais, mais on peut le voir rapidement. Il y a simplement 2 Algériens et 2 Marocains, lui et un autre Ould Lehbil. Donc, il va rentrer dans cette école à 13 ans, alors qu'il ne parle que l'arabe, sa langue maternelle, et le berbère, sa langue paternelle. Et il va avoir une espèce de coup de foudre pour la culture, pour la culture française, la langue française, et pour l'école. Il va être tellement brillant qu'il va pouvoir, après, quand il aura 19 ans, entrer à la très, très, très sélective école de Dar el Beida, l'école militaire. Il va rentrer à l'âge de 19 ans en tant qu'aspirant pour devenir un officier. Alors, c'est une école très sélective. L'IOT avait vraiment mis le paquet pour à la fois les former. Et alors, une des passions de Sibkey, c'était l'équitation. Et je pense que quand on était un Ould Lehbil à l'époque et quand on était un petit garçon, on apprenait probablement à monter à cheval avant de marcher. D'accord ? C'était vraiment pour lui une passion. Et puis après, il va être dans la cavalerie. D'accord ? Donc, il rentre dans cette école ils sont 12 dans toute l'école. Ils sont choisis à travers tout le Maroc. Et il va se révéler. Il va se révéler, il va sortir, il va être major de sa promotion tout le temps. Et j'ai retrouvé tous les documents de cette période-là et j'ai retrouvé toutes les appréciations de ses professeurs. Et donc, on a plein d'appréciations disant, bien sûr, il a la main pour les chevaux, il monte avec élégance, mais aussi qu'il a déjà l'étoffe d'un chef. Alors, il y en a un qui dit, bon, il est un peu nonchalant, mais quand même, quand on va l'encadrer, il va faire un très bon instructeur. Mais surtout, moi, ce qui m'a beaucoup fait rire et étonné, c'est que beaucoup de ces professeurs écrivent, il a une culture au-dessus de la moyenne. Ils ont l'air d'être absolument étonnés qu'un petit jeune indigène de 19 ans et une culture pareille. Ils sont émerveillés et très souvent, je retrouve, il est cultivé, culture supérieure à la moyenne. D'accord ? Donc, il va sortir de cette école en étant sous-lieutenant, d'accord ? Et il va avoir une formation non seulement en tant que militaire, mais une formation générale, parce qu'ils étaient traités quasiment comme l'élite du Maroc, et notamment, ils avaient énormément d'activités parascolaires. Grâce à cela, il a pu faire le tour du Maroc, il a pu rencontrer toutes les personnes qui comptent au Maroc, il a pu connaître la géographie du Maroc, pas simplement au Maroc, mais aussi en France. Donc, il sort de là. Oui, je dois vous dire qu'il était très, très brillant, mais je me suis aussi beaucoup amusée quand j'ai épluché ses carnets d'adresses. Il a été très, très, très souvent puni. Il a eu 82 punitions en 2 années. D'accord ? On pourra en parler si vous voulez, pourquoi il a été si souvent puni. D'accord ? Donc, il va sortir de là complètement... oui,
il s'est lancé dans la vie associative. Et puis, j'ai appris aussi qu'il formait un trio avec 2 autres. J'ai malheureusement pas pu trouver qui étaient les 2 autres. On les appelait les 3 mousquetaires. Donc, il sort de là-dedans. Il va rester un petit bout de temps à Meknès comme traducteur trilingue au niveau du tribunal militaire de Meknès. Et ensuite, il va être envoyé en Syrie parce qu'il va rejoindre ce qu'on appelle le régiment des Spahis. Les Spahis, c'est une composante de l'armée française, de la cavalerie, d'accord ? Et je pense que ce soir, il y a 2 fils de Spahis. Donc, on est 3 enfants de Spahis et on va peut-être échanger tout à l'heure parce que je n'ai pas le temps d'insister là-dessus, mais j'ai trouvé des articles de Sibkey, j'ai trouvé des lettres de lui et il est très, 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 très fier d'être un Spahi. Voilà. On pourra en parler, pourquoi ils sont fiers. Donc, il sort de là. On n'a malheureusement pas de photo de lui de la période où il est à l'école. Là, c'est le Qaïda Tama. On a repris une photo, mais un peu âgée, et elle a été illustrée. Oui, c'est le Qaïda Tama, probablement dans les années 50, avec une djellaba assise, et elle est avec des membres probablement de l'Armée de Libération Nationale. D'accord ? C'est sa mère, donc. Voilà. Et là, une des rares photos qu'on a de cette période de Meknès, c'est quand il était traducteur. Il porte sa tenue de Spahi et il est avec son fils aîné. D'accord ? Donc, il sort de là, il est sous-lieutenant, il est jeune et il va aller en Syrie. Il va aller en Syrie. J'aime beaucoup cette période, mais je vais vraiment aller très, très vite là-dessus parce que il va... j'avais presque envie d'utiliser ce terme, un petit, je ne sais pas si on l'utilise, il va s'éclater. Il va s'éclater en Syrie parce qu'il va avoir accès à plein de loisirs, notamment sa passion. Il va faire plein de concours d'équitation, il va en gagner. Il va faire du polo. Alors, je n'ai pas su s'il avait commencé à faire du polo ici, parce que au niveau des militaires, ils en faisaient. Je sais qu'il va en faire quand il va revenir. Donc, il va faire du polo. Et puis, il va pas mal frimer. Je vais vous montrer une photo. Donc là, c'est avec son fils, d'accord ? Là, voilà, on le voit en train de faire du polo. C'est pas celui qui a le bras levé, c'est l'autre, d'accord ? Et puis, surtout, on le voit là, nonchalamment adossé à une voiture immense. Et je pense que c'est ce type d'attitude qui ont fait que Pierre July, le ministre des Affaires tunisiennes et marocaines du gouvernement français, a écrit un livre en 1954. Et quand il a écrit ce livre en 1954, il a carrément comparé Sibkey, en le décrivant par cette période, il l'a comparé au héros de Stendhal du roman Le Rouge et le Noir. Il a dit c'est un Julien Sorel qui s'habille que de couleurs claires et qui promène un air de spleen et de dédain du plus grand chic dans le mess des officiers. Je pense que Sibkey, il ne savait pas à cette époque-là qu'on allait le comparer à Julien Sorel, mais moi je trouve que aussi sa vie ressemble à un roman. Et sa vie ressemble à un roman, pas pour ça, mais parce qu'il va développer des liens symboliques très, très, très forts avec les gens. Tout à l'heure, vous avez vu le lien symbolique avec son père. Son père démarre un combat, lui le finit. Je ne vous ai pas dit, tout à l'heure, il vous a beaucoup parlé de Wildenberg. Sibkey était connu que par son prénom, Bekey, mais de temps en temps, il signait Mbark, et je pense que c'était indiscret, parce qu'il était très pudique, il ne parlait jamais de ce traumatisme. Je pense que c'était un hommage très discret à cet homme qui avait disparu. Je vous parlerai tout à l'heure aussi de cette relation symbolique très forte qu'il a eue avec son professeur et de cette relation absolument extraordinaire qu'il a eue avec le sultan et comment il s'est lancé dans la campagne pour le retour du sultan jusqu'à ramener le sultan à la maison.
il va être le gardien du temple, le gardien du trône, et je pense qu'il y a une dimension à la fois politique, mais aussi symbolique très très forte. Donc, sa période de Syrie, je vous laisse le découvrir. Au début, il va y avoir vraiment des appréciations très positives. Il est brillant, il est intelligent, son escadron, il le tient bien parce qu'il est chef d'escadron. Mais on va renouveler son mandat pour 2 ans et brutalement, ses chefs décident de le rapatrier au Maroc. Alors là, les personnes les biographes qui ont écrit par rapport à Sibkey ont plusieurs hypothèses. Une relation amoureuse, on ne sait pas très bien, il a fait des dettes. Moi, j'ai une lecture sociologique. Je pense que, tout simplement, il n'est pas resté à sa place. Parce que, je dois vous le dire, même aussi brillant qu'il soit, son titre officiel, c'était sous-lieutenant indigène. C'était le titre officiel. Et quand il était en Syrie, il n'est pas resté à sa place, c'est-à-dire qu'il s'est autorisé à avoir exactement les mêmes loisirs que les officiers français ou les officiers britanniques, et ça n'a pas du tout plu à certains de ses chefs. Et j'ai même trouvé des appréciations de ses chefs disant presque clairement, on doit le rapatrier parce que là, il ne se sent plus, parce que là, il dépasse les bornes, d'accord ? Et je pense qu'il n'a pas dû faire vraiment une erreur professionnelle grave, parce que dès qu'il rentre, eh bien, peu de temps après, il va avoir une promotion et il va être nommé lieutenant, d'accord ? Et puis, à nouveau, je vais retrouver au niveau de son carnet militaire les appréciations très positives. Donc, là, on va le retrouver. Là, il est en garnison à Marrakech en 1938. Et vous voyez comment il avale le journal. Il ne devait pas avoir beaucoup de choses à lire. Et c'était en 1938. Il y avait une épidémie de typhus terrible et les militaires avaient été appelés en renfort. Donc, il était en garnison pour cette mission-là. On le voit là. On a repris en tenue de Spahi. Il est assis sur une pierre. Ça a été fait par une illustration de Si Mohamed Kharrat. On le revoit là aussi en tenue de Spahi. Et donc, il est à côté de... On appelait ça Mogador à l'époque, et Saouira. Et donc là, il est à côté de Marrakech quand la guerre éclate. La guerre éclate en 1939. La France entre en guerre. Et tout de suite, eh bien, le sultan Sidi Mohamed Ben Youssef va faire lire un discours dans les mosquées marocaines pour dire que la France est dans une période difficile et que pendant cette période difficile, le Maroc va se tenir et soutenir la France. Moyennant quoi, vous le savez, le sultan a été nommé compagnon de la libération par De Gaulle et il faisait partie des rares chefs d'État qui ont été invités en juin 1944 pour pouvoir assister au défilé qui fêtait la libération. Donc, à la suite de cet soutien du sultan, eh bien, le régiment des Spahis marocains va aller à Oran, ils vont monter et ils vont aller en France et ils vont combattre pour soutenir la France pendant cette période difficile. Alors là, j'attire juste votre attention sur l'ironie de l'histoire. Il fait partie d'un pays occupé par la France et il va en France pour soutenir la France parce qu'elle est occupée par l'Allemagne. D'accord ? Et quand il va être fait prisonnier par les Allemands, il va... Bon, je vous le dirai tout à l'heure. Donc, il va combattre. Je passe très, très vite. Ce chapitre, je l'ai écrit d'une manière très, très... C'était très, très bizarre, la manière quand j'ai écrit ce livre, parce que j'ai presque l'impression de l'avoir écrit à 4 mains avec lui. Parce que j'ai eu le bonheur incroyable d'un chercheur français, le colonel Monet, qui a fait une thèse 1500 pages à la Sorbonne sur cette période de la guerre et sur les Spahis. Et donc, il a ramassé beaucoup de documents
Et parmi ces documents, il a ramassé notamment plein de photos de mon père, etc. Et notamment 3 lettres manuscrites de Sibkey qui racontent dans le détail son combat. Et donc, j'ai pu le suivre grâce à ces 3 lettres manuscrites très longues, plus un long article qu'il a publié dans la revue de Dal-Beida. J'ai quasiment pu le suivre jour par jour, heure par heure, de tout ce qu'il a fait. D'accord ? Et à tel point qu'après, j'ai décidé de ne plus ouvrir les guillemets. Et je ne mets pas des guillemets, c'est-à-dire je mets juste des italiques parce qu'il démarre une phrase, je la finis, je lui pose une question, il répond. Et donc vraiment, ce chapitre, on l'a écrit, je crois, à 4 mains. Donc je vous laisse le découvrir. Tout ce que je peux vous dire, c'est que, pour vous mettre dans le contexte, donc il est dans le nord de la France, et puis on lui dit d'aller en Belgique. Oui, ça fait un petit bout de temps qu'il attend. Ils sont montés, mais ils n'ont pas été en contact direct qu'après des mois. D'accord ? Et dans son article, il dit « Le jour tant attendu est enfin arrivé ». Le jour tant attendu est enfin arrivé, c'est-à-dire qu'on demande à son bataillon d'aller à la rencontre de l'ennemi. On leur demande d'aller en Belgique. Après, on leur dit non, revenez. Quand ils vont en Belgique, c'est un délire de joie. On leur jette des cigarettes, du chocolat, parce qu'on les traite comme des libérateurs. Ensuite, on leur dit non, il faut revenir dans le nord de la France. Et là, je dois juste ouvrir une parenthèse pour vous dire qu'il était fier d'être officier. C'était son métier. Il était fier de soutenir ce pays. Et puis, il pensait, parce que tout le monde le pensait, qu'il appartenait à la première armée du monde. Or, la première armée du monde ne s'est pas rendu compte, mais l'armée allemande était beaucoup plus puissante, beaucoup plus préparée, à la fois par les chars et à la fois par les avions. Et donc, l'armée a ouvert une brèche très rapide dans le nord de la France. Le commandement militaire français ne s'y attendait pas. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont donné comme ordre, la seule stratégie qu'ils ont eue, c'était « il faut tenir ». Il faut tenir coûte que coûte, quoi qu'il en coûte, jusqu'à ce qu'on appelle les réservistes en renfort. Et donc, Sibkey a tenu coûte que coûte pendant plusieurs jours, et ça a été un massacre. Ça a été un massacre. D'ailleurs, à la suite de ça, ça va être l'armistice et puis ça va être l'occupation du nord de la France. Donc, je passe très vite. À un moment donné, Sibkey va se retrouver avec son escadron encerclé par les chars allemands. On leur tire dessus. Il voit ses camarades tomber les uns après les autres à côté de lui. Il tombe et puis il va ramper sur ses bras, il va essayer de protéger sa tête, il va creuser le sol, il va enterrer son carnet dans lequel il avait mis tous les croquis de la région, et puis il va s'évanouir, et puis, bon, je vous laisse, c'est terrible, je vous laisserai découvrir. Il va se retrouver, on va le jeter sur un char, et il va se retrouver captif en Allemagne. Le matin, il s'était réveillé en se disant « Jeune lieutenant, je vais enfin, le jour tant attendu est arrivé ». Et le soir, il va se retrouver captif avec la jambe amputée. Et il va rester emprisonné pendant 6 mois. Et il va avoir, dans son malheur, la chance d'être échangé contre des militaires allemands. Et donc, il va être rapatrié vers la France libre, dans un hôpital, où là aussi, je passe très vite, mais vous allez le voir, il va frimer encore, alors qu'il est dans un état physique désastreux. Donc, il va rester dans cet hôpital. Et puis après, il va être rapatrié au niveau de Casablanca, où il va être soigné. Donc, cette contribution à la guerre, c'est à la fois un grand malheur, parce que son rêve d'être officier va s'arrêter net. Il va être obligé, non seulement son rêve d'officier, mais sa passion d'équitation va être stoppée. Et donc, mais à un titre personnel, il va avoir beaucoup d'autres choses. Les autres choses qu'il va avoir, c'est qu'il
il va recevoir 5 médailles parce qu'on va reconnaître la bravoure de cet homme qui a résisté devant les chars allemands. D'ailleurs, comme il le raconte, c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure, quand il va être échangé, il va dire, écoutez, moi, il se trouve que le destin, il dit ça, le destin a fait que je suis né dans un pays occupé, mais c'est en tant qu'homme libre que j'ai choisi le métier de militaire. Et c'est en tant qu'homme libre que j'ai choisi de venir soutenir la France contre le nazisme. Donc il va être bardé de diplômes et le hasard de la vie va faire que lui a démarré ce combat qui s'est fini par un désastre et son professeur, un de ses professeurs qu'il admirait beaucoup et avec lequel il a gardé le contact, va être celui qui va, avec son bataillon, finir la guerre en France et libérer Paris. C'est le général, le maréchal Philippe Leclerc, d'accord, qui était son professeur à Sfro et que Sibkey admirait beaucoup et avec lequel il avait gardé un lien. Et ce professeur va venir à Sfro, parce que Sibkey va devenir pacha à Sfro en 1947. Et là, il va lui épingler la rosette de la Légion d'honneur. Et moi, j'y vois une très belle dimension symbolique parce que c'est le professeur qui vient consoler l'élève et vient partager avec lui la victoire. Et donc là aussi, on voit comment l'un démarre un combat, l'autre le finit et comment ils partagent ce lien invisible qui se trouve entre eux. On en verra d'autres dans la vie de Sibkey. Donc, Sibkey est... voilà. Cette guerre l'a chamboulé à plus d'un titre et il y a un chamboulement peut-être dont les gens ne sont pas vraiment conscients, les gens qu'il connaissait autour de lui, c'est qu'il a développé ce qu'on appelle la fraternité d'armes. C'est ça qui explique qu'après, il va dire, moi, devant des anciens combattants marocains, la France est dans mon subconscient. Parce que ce que je dois vous dire, c'est que quand il a été, on lui a tiré dessus, il y a 2 camarades français qui sont venus pour essayer de le tirer et qui sont morts devant lui. D'accord ? Et donc ça a développé, c'est un des éléments qui fait que ça a développé un lien très 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 fort avec ce pays-là. D'accord ? Donc il est à Sfro, je passe très très vite, et j'ouvre une parenthèse sur ce qui se passe au Maroc. Ce qui se passe au Maroc, dans les années 40, on peut dire que c'est la période de la revendication de l'indépendance. Tout à l'heure, Morad a parlé du discours célèbre du roi en 1947 à Tanger, où il ne prononce pas le mot indépendance, mais où on comprend qu'il réclame l'indépendance. Donc disons que pendant les années 40, c'est la période où les Marocains revendiquent de manière pacifique l'indépendance avec des manifestes. Le manifeste... Oui ? Oui ? Ouvrir une parenthèse, Anaïma, et te permettre un peu de te reposer. Lorsqu'il a été pacha de Sfro, d'abord, c'était un pacha charismatique. Toute la population de Sfro était fière d'avoir un ancien spahi, héros de guerre à Sfro. Et à cet égard, je voudrais lire un télégramme que le pacha Sfro a envoyé aux autorités françaises en 1947, je crois, 53, c'est-à-dire à la fin de son mandat de pacha. Voici le contenu de ce télégramme. N'approuvons pas le coup de force qui a provoqué la déposition de Sa Majesté le Sultan du Maroc et que je considère comme illégal sur tous les plans, j'ai décidé de me démettre de mes fonctions de pacha de Sfro afin d'être fidèle en mon âme et conscience. Je ne peux, en effet, servir un régime que je tiens pour illégal. Voilà un trait de caractère de ces... Okay.
pacha qui refuse de poursuivre sa mission parce qu'il est en totale opposition avec ceux qui l'ont nommé, même si en réalité c'était quand même le sultan qui nommait les pachas, mais avec la ratification des autorités françaises. Donc voilà un trait de caractère. Il a refusé la fonction, noble fonction de pacha de Sfro pour des raisons politiques. Donc on ne peut pas trouver mieux comme homme de conviction et homme politique au sens plein du terme, et que nous aurons aimé tant avoir depuis. Je passe le micro à Naïma. J'espère que tu as récupéré. Merci. Surtout que je me dis, je dois accélérer parce que le temps passe. Alors, je vais vraiment accélérer. Donc, le contexte marocain, les années 40, réclamation de l'indépendance de manière pacifique. Les années 50, on va passer à la vitesse supérieure et ça va être le démarrage de la lutte armée. 1950, c'est aussi le moment où va monter le Glaoui, en lien avec notamment des parties, des composantes du protectorat, notamment le résident général Join et une partie de la population française qui était d'extrême droite et qui voulait maintenir la colonisation. C'est-à-dire qu'il y a eu, avec le maréchal Join notamment, il y avait une volonté de transformer petit à petit le protectorat marocain en colonisation. Et donc, il y avait des propositions de loi et le sultan était entré dans ce qu'on appelait la grève de la signature, la grève des sceaux. Et donc, ça veut dire qu'il grippait le fonctionnement du protectorat. Et le Glaoui, en lien avec donc le général Join et puis avec d'autres forces du protectorat, va essayer il était inquiet pour ses intérêts parce qu'il voyait que le sultan était très proche des nationalistes et donc il va essayer dès 1951 de renverser le roi et de mettre à sa place quelqu'un d'autre. En 1951, le gouvernement français refuse de le laisser le faire, mais il va faire une pétition en 1953 et il va y avoir 4 pachas qui vont refuser de signer cette pétition, dont Silbkey. Et puis, Silbkey va avoir, à partir de 1952, il va se rapprocher, il va y avoir un rapprochement entre lui et le sultan. En 1952, il va l'envoyer pour une première mission à Paris, parce que l'idée derrière cela, c'est que le gouvernement français, les responsables, les décideurs français n'étaient pas vraiment, ne suivaient pas vraiment la question marocaine et le dossier marocain. Et il fallait les alerter en leur disant qu'il y avait des choses graves qui étaient en train de se faire. Donc Silbkey va, et j'ai retrouvé cela grâce aux archives de la police secrète marocaine, du protectorat. Les archives de la police du protectorat. Donc, il l'envoie en première mission. Silbkey va, rencontre les autorités, revient, lui fait un compte-rendu. Et puis, il va à nouveau le renvoyer en mission en 1953. En 1953, grâce notamment aux archives de la police, on apprend qu'il y a eu uniquement pendant le mois de juillet de 1953, 3 rencontres entre le Silbkey et le sultan. Et toutes ces rencontres se faisaient par l'intermédiaire du prince Moulay Hassan. D'accord ? Ce qui est amusant, c'est que, notamment dans une des archives de la police, il est écrit cet officier, en parlant de cet ancien officier, en parlant de Silbkey, est allé au palais pour rencontrer le prince parce qu'il doit s'entretenir avec le prince de la thèse qu'il est en train de faire. C'est-à-dire qu'il essayait d'inventer n'importe quoi pour essayer de justifier les déplacements qu'il avait vers le palais. Donc, il va à Paris en 1925 avec une petite valise. Il est pacha de Sfro et il part en mission pour alerter les décideurs. Et il va arriver là-bas en compagnie de cet homme. Je voudrais vraiment vous montrer sa photo. Non, pardon.
Sibkey, pendant son séjour à Sfro, avait vraiment développé un énorme carnet d'adresses. Il recevait beaucoup de gens, notamment beaucoup de Français, ce qu'on appelait les Français libéraux, c'est-à-dire ceux qui soutenaient l'indépendance du Maroc. Et il était notamment très proche de celui qu'on voit de face, qui est Klosterman, qui est un héros de la guerre, qui était un pilote et qui était député. Et donc il va aller avec lui et avec un autre homme d'affaires qui s'appelle Redzer. Et pour vous donner une idée du carnet d'adresses du Sibkey et de ses hommes, il arrive le 25 juillet à Paris. Et puis, 3 jours après, il va rencontrer le président de la République française, il va rencontrer le président du Conseil français, il va rencontrer les gens de l'Assemblée et il va organiser 2 conférences de presse. D'accord ? Donc ça vous montre un petit peu le positionnement de Sibkey, pourquoi le sultan l'avait missionné pour ce type de mission. Donc il se rend compte qu'en fait, à ce moment-là, le gouvernement français a beaucoup de problèmes avec l'Empire français et puis avec des problèmes internes. Et la question marocaine, il ne s'y intéresse pas beaucoup. Et donc, malgré ces alertes, parce qu'il leur dit on est au bord de la guerre civile, si le Glaoui va jusqu'au bout, eh bien, il va y avoir une guerre civile. Et malheureusement, il est là-bas le 23 août et il apprend que le roi a été déposé. Le lendemain, il va donner sa démission, comme ça a été dit, et il va envoyer une lettre, je vous l'ai indiqué, où il dit au prince, dites-moi, quelle est ma position? Où est-ce que je peux servir le mieux? Est-ce que je dois rentrer au Maroc ou est-ce que je reste en France? Et on comprend qu'on lui dit, reste en France. Et là, il va rentrer en exil volontaire et pendant 2 ans, il va faire un travail à plein temps pour soutenir le retour du sultan et l'indépendance du Maroc de manière diplomatique. D'accord ? Donc, il va faire ce travail à plein temps. Et Si Bouabid, par exemple, dans ses mémoires, va dire que la présence, il coordonnait beaucoup avec tous les acteurs, avec l'Istiqlal, avec l'armée de libération. C'est pour ça qu'à un moment donné, il s'est retrouvé au centre et c'est pour ça qu'à un moment donné, il a été choisi pour être le président du Conseil. Il a été plébiscité, comme disait Sa Majesté, au moment où il l'a désigné. Et d'ailleurs, même l'Istiqlal disait qu'ils étaient les seuls à pouvoir parler au nom du peuple et du souverain, et Sibkey. C'est Si Bouabid qui l'écrit. Donc il va faire, et Si Bouabid dit, cet homme, quand il était avec nous dans les réunions, sa seule présence désarmait nos adversaires. Donc il avait, si vous voulez, pour lui, son amour de la France, le fait qu'il avait combattu pour elle, le fait qu'il disait tout le temps « j'aime la France et j'aime le Maroc ». J'ai donné une jambe pour la France, je vais donner l'autre jambe pour le Maroc. Ça donnait, quand on parlait de Sibkey, on disait c'est un interlocuteur valable parce qu'il s'est retrouvé au centre de tous les acteurs. Et donc, voilà, je crois que j'ai été très, très longue. Je vais m'arrêter là. Je suis désolée, j'arrêtais pas de dire à Simorad, il faut qu'on parle pas trop fort, s'il te plaît. On avait même convenu entre nous d'un signal. Il devait faire ça pour que j'arrête de parler, parce que j'aurais voulu vous écouter, j'aurais voulu vraiment vous donner la parole. J'en suis désolée, vraiment, mais 1 heure, ça suffit pas. Il faudrait vraiment se rencontrer pour plus. On peut quand même collecter une réponse, des questions, quelques-unes quand même, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a un micro-baladeur? C'est bon. Merci. D'abord, vous n'étiez pas si longue, non. Ça nous a fait vraiment plaisir de découvrir cet homme, ce grand homme qu'on aime tous. Si on est là rassemblés aujourd'hui, c'est parce qu'on a une grande estime
pour cet homme-là. Mais j'ai une question pour vous. Vous en avez déjà parlé, vous aviez déjà l'idée d'écrire par rapport à votre père avant l'invitation de Madame Tulliam, mais ce livre-là, est-ce que on le considère comme un hommage pour votre papa, que peut-être vous n'aviez pas la chance de passer plus de temps avec lui, ou bien c'était le sentiment ou bien le devoir de faire savoir des vérités, peut-être qu'on ne connaissait pas sur CPK. On va peut-être faire circuler un petit peu le micro avant que je réponde. J'ai beaucoup parlé, donc je voudrais vous écouter. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose? On va faire circuler un petit peu parce que je veux vraiment vous écouter. Est-ce que quelqu'un voudrait dire quelque chose? Oui, 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 oui. Il y a un micro là. Est-ce qu'on peut donner le micro? S'il vous plaît, vous pouvez faire passer le micro? Bonsoir. Je suis très émue, très impressionnée. Je suis professeure de français et communication littérature. Je regrette une seule chose, madame, c'est que mes bacheliers ne soient pas là. Parce que j'étais là. C'est un moment très privilégié, émouvant de revivre l'histoire de notre beau pays. Souvent, on leur racontait le nom prestigieux et combien historique de M. Bekkay. J'en ai déjà entendu, mais jamais. Je n'ai rêvé qu'un jour, j'aurai le privilège et le bonheur de rencontrer sa propre fille. Merci beaucoup, madame, parce que je suis là en train de vous écouter et j'aurais voulu que le temps soit suspendu. Franchement, j'ai écouté le monsieur avec un intérêt et j'étais impressionnée comme une gamine. Il y avait là une dame à laquelle je disais, j'espère que le temps ne s'arrêtera pas. Parce que vous écoutez tous les deux est un moment de bonheur impressionnant, un moment de joie incommensurable. Et j'adore l'histoire de mon pays. Je n'arrête pas de la leur répéter. Et peut-être que je souhaiterais que peut-être vous réaliserez mon rêve à la minute. Cette année, je me prépare à rendre hommage à la fin de l'année dans un complexe pédagogique où j'enseigne le français et la littérature et la communication. Mon objectif cette année, c'est rendre hommage au royaume chérifien du Maroc. Et peut-être que je vous lance l'invitation. Je ne sais pas, je suis émue. Je sais que peut-être entre le rêve et la réalité, il n'y a qu'un pas. J'ai toujours rêvé. Je continue à rêver avec mes bacheliers. Les mots me manquent, madame. Je suis très émue. Et j'aurais voulu que vous continuiez à nous raconter cette magnifique histoire de ce grand homme qui a fait l'histoire de son pays. Merci. On lui Merci doit beaucoup. bien cela, madame. Merci. Merci beaucoup, beaucoup, madame. Merci beaucoup. Ce que vous dites, c'est exactement l'ambition de ce livre. On voudrait qu'il soit étudié dans les classes. Et d'ailleurs, j'ai déjà commencé dans certaines classes et on a eu des débats, notamment avec des 5e, des 6e, des 3e, passionnants sur la discrimination sociale, sur la notion d'indigène, sur comment peut-on aimer un pays et l'autre en période de guerre et en période de crise. Vraiment, on a eu de super bons débats. Oui. Tu veux là? Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait intervenir? Oui. Merci beaucoup. C'est une grande découverte pour moi. Moi, je suis poète syrienne
Et ça m'a touchée beaucoup. Moi, je connaissais que Sibekay était en Syrie à travers votre nièce. Mais ce que je voudrais savoir, elle était où la place de la famille dans la vie de Sibekay? C'est-à-dire, il a vécu une vie magnifique, mais vous étiez où dans tout ça? Très bien, merci. Pardon. Bonsoir tout le monde, madame. Je ne trouve pas les mots pour vous exprimer ce que j'ai dans la tête. C'est que je vais essayer de le faire très vite. Le nom de Bekkay, on le connaît. Moi, ça m'intéresse, l'histoire de mon pays, comme tout chacun. Bekkay est un chapitre où presque, à mon avis, le nom s'impose, mais on n'a pas d'éléments. Vous étiez en train de nous raconter une histoire que j'entends pour la première fois. Il y a pas mal de détails, surtout, personnellement, la signature de l'indépendance. Pourquoi Bekkay et non pas un autre, alors qu'il y avait des noms très connus? Donc c'est un chapitre important et vous nous avez donné l'occasion de continuer à chercher, à lire. J'ai quelques références à droite, à gauche. Je ne donne pas importance. Je trouve le Bekkay, la photo du Bekkay, quelques mots et je passe. Mais maintenant, c'est une belle occasion de travailler sur ce thème-là. Et pourquoi pas, d'autres livres seront écrits. Et je vous remercie pour votre éloquence, votre manière de parler. Ça, c'est rien à dire. Et merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Pardon. Boucharabah, Berkane. Notre homme a fait des merveilles dans ce pays. Et il m'a été donné, il y a à peu près un mois ou deux, de circuler un peu à Rabat. C'est Rabah, est-ce que vous pouvez mettre le micro devant? Comme ça, on vous entend mieux. Et de circuler un peu à Rabat. J'étais dans un quartier, je crois, qui s'appelle Khwibat, c'est-à-dire à côté du service des mines, où on donnait les cartes grises, etc. Et puis, en stationnant, j'ai vu une pancarte dans une rue. Une rue, peut-être c'est trop. Dans une ruelle. Et il y avait le nom de cette rue. C'était Bekkay. Chouma. Alors, une petite anecdote. Mourad tout à l'heure a dit que Sil Bekkay avait un trait de caractère, etc. Il avait beaucoup d'humour. Alors il y a une histoire qu'on raconte. Hein. Donc, Sil Bekkay, naturellement, ayant perdu sa jambe, boitait. Et on avait un ministre qui s'appelle Moulay Ahmed Al-Alaoui qui avait un problème avec ne voyait pas beaucoup. Alors, ils se rencontrent. Je pense que je la raconte dans l'ordre. Sil Bekkay rencontre Moulay Ahmed Al-Alaoui et Moulay Ahmed Al-Alaoui lui demande comment vois-tu? Il lui dit je vais comme tu vois. Il lui dit comment ça marche et semble-t-il du tac au tac, il lui répond comme tu vois. Parce que l'un avait perdu la jambe et l'autre avait un œil qui n'était pas très bien. Merci beaucoup. Alors je vais répondre très rapidement. Est-ce que c'est un hommage? Non, pas vraiment un hommage. C'est un récit historique. J'ai essayé de me distancier le plus. 2 fois, je dis que je suis sa fille dans l'ouvrage. J'ai essayé vraiment ça m'a servi d'être universitaire et de m'appuyer sur des preuves, sur des démonstrations, vous allez le voir. Donc, ça. Du coup, je me suis posée comme limite de ne pas parler de sa vie de famille, d'accord, de la mettre de côté. Parce que, bon, pour plusieurs raisons. C'est là-bas, tu soulevais la question de le fait qu'il soit ignoré. Effectivement, Sil Bekkay est ignoré et on espère que ce livre va aider
dans la mémoire des jeunes à mieux connaître leur histoire, pas simplement pour CBK, mais pour apprendre que l'histoire de ce pays est faite par plusieurs individus de manière différente, chacun à sa manière. C'était ça le but, et c'était surtout pour moi quelqu'un qui, au moment de la grande crise avec la France, était capable de dire tout le temps « j'aime la France » et de l'expliquer. Parce que, voilà, je vais vous lire, et ça sera le mot de la fin. Je vais vous lire une phrase, une déclaration qu'il a publiée dans Le Monde, un courrier qu'il a publié dans Le Monde. Et il dit, voilà, il répond au général Join, qu'il avait beaucoup critiqué, parce qu'il avait des ennemis, notamment le général Join. Et il va lui répondre et il lui dit, désapprouvant totalement. Donc c'est publié dans Le Monde, cette lettre, et c'est juste un petit extrait. Désapprouvant totalement l'action que vous avez menée en Afrique du Nord, je n'ai néanmoins jamais commis l'incorrection d'en accuser la France tout entière. Et c'est là le secret de son attitude. Mes sentiments pour la France me permettent de faire la nécessaire distinction entre elle et certains Français qui ont parfois commis de lourdes fautes à l'égard du Maroc. Je pense que c'est vraiment là son explication, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui dit « essayons d'avoir du discernement, essayons de ne pas généraliser ». Il se trouve que lui, historiquement, c'était par rapport à la France, mais ça pourrait être par rapport à n'importe quel autre pays. C'est-à-dire qu'il avait conscience du fait que le progrès d'un pays, comme le disait le sultan Sidi Mohamed Ben Youssef, le grand djihad nécessite une ouverture à l'autre. Et que cette ouverture à l'autre nécessite un discernement et de ne pas généraliser. Et voilà, et vraiment j'ai choisi ce passage, j'aurais pu vous en choisir d'autres où il disait je sais que c'est compliqué, mais essayons de ne pas nous noyer dans les choses secondaires et on va démarrer et les générations futures vont continuer. Et donc c'est pour ça que je pense qu'il a encore quand même quelque chose à nous dire. Voilà.